À l'heure où le monde de la culture est au plus bas, Steve et son équipe ont décidé de lutter contre cette injustice avec des invités, des fous rires et de la bonne humeur. Tous les lundis de 19h à 20h dans Varie-nous pour vous sur Infini Radio. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus, il est 19h et nous sommes sur Infini Radio, avec notre équipe et notre invité. C'est parti, on est parti pour une heure de culture et de loisirs avec votre émission hebdomadaire tous les lundis de 19h à 20h, Varie-nous pour vous. Alors avec nous, deux chroniqueurs qui sont là du coup pour nous présenter chacun un domaine particulier. Le premier c'est Gwendal Mariette, notre spécialiste cinéma, séries et films. Bonsoir Gwendal, merci d'être là pour commencer. Bonsoir Steve et je vous remercie à tous d'être là aussi. Bonjour à tous nos internautes évidemment. Bonsoir Claude Fournier, notre deuxième chroniqueur spécialisé dans le show business, le spectacle et la littérature. Bonsoir Claude, merci d'être là. Bonsoir Steve, bonsoir à tous. Alors vous avez une carrière assez, on va se dire tout, de toute façon on est à l'antenne et puis on se connaît. Donc tu as une carrière assez particulière, on reviendra dessus plus tard évidemment. Voilà, ça commence bien déjà. Merci Claude Fournier. C'est les aléas du direct. C'est mon frère. Ah bah voilà, Les son aléas frère du qui Il doit écouter donc voilà. Mais Mais en direct, il appelle. Donc voilà. Et notre invité du jour, c'est un vendeur de rêves, un vendeur d'illusions, un vendeur de sensations, un vendeur de barbe à papa, de popcorn maison. Le directeur du parc d'attractions Babyland à Milan est avec nous, Geoffrey Lapère. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir à tous. Merci d'être là sur Infini Radio. Merci de votre invitation, ça me fait très plaisir. Mais ça nous tenait à cœur de t'inviter pour cette première, que tu sois le premier invité, c'est normal. Donc voilà, sois le bienvenu en tout cas dans Infini Radio. Merci. Et puis on va venir parler à notre invité, Geoffrey Lapère. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Comment tu vas ? Très bien, je vais toujours bien. C'est vrai ? Oui. On est très heureux en tout cas de t'avoir avec nous sur Varie-nous pour vous. Plaisir partagé. C'est vraiment un pur bonheur. Alors c'était pour moi normal de t'inviter. Oui, c'est gentil de le dire. On a passé beaucoup de mois ensemble, Exact. même pendant l'ouverture du coup du parc Babyland. Une très très belle saison, malgré le Covid-19, les règles sanitaires qui nous ont un peu impacté sur l'ouverture et puis d'autres choses, je pense qu'on va en parler un peu. Mais exactement, on va en c'est une parler. très belle rencontre que j'ai faite également, ouais. Exactement. Donc du coup, on va se tourner du coup vers toi plus profondément. Allez, vas-y, le parc Babyland. Attention au mot d'emploi. Oui, je fais gaffe, je suis enregistré. Le parc Babyland a été racheté par tes parents Exact. en 1997. Oui. Avant la tempête qui nous a fait du mal. Voilà, justement. Alors, est-ce que c'est pour ça que le parc a ouvert réellement en 2008 ? Est-ce que c'est par rapport à cette tempête ou est-ce que c'est vraiment les besoins ? Il y a plusieurs problèmes, il y a plusieurs phénomènes. C'est vrai que voilà, alors moi je suis issu d'une famille de forains, aussi bien du côté de ma mère que du côté de mon père. Donc 5e génération du côté de mon père et 6e du côté de ma mère. Donc voilà, c'est deux grandes familles de forains qui se sont rencontrées sur la foire de Liège, donc en Belgique, puisque ma mère est belge. Et donc voilà, donc ils se sont rencontrés sur cette fête foraine là et ils ont fait leur vie ensemble, hein. Donc après ils ont construit leur vie de forain ensemble, c'est-à-dire qu'ils ont fait des demandes de place dans plusieurs villes de France et de Belgique. Donc je cite quelques villes comme Paris, Foire du Trône, Fête des Loges, Saint-Brieuc, Dunkerque, voilà. Ils ont une tournée assez conséquente. Et mon père a toujours voulu, c'est un homme qui est très ambitieux dans le milieu forain et il a connu quelques limites devant ses ambitions, puisqu'il a financé un grand 8 de plus de 200 tonnes et un grand toboggan également avec 52 mètres de dégringolade, comme il dit si bien au micro. 52 mètres de dégringolade. 52 mètres de dégringolade, les sports d'hiver, voilà. Et donc c'est très compliqué, c'est un milieu assez précaire, c'est un métier assez précaire, le métier forain, puisque on n'a pas la certitude de monter son manège d'une année sur l'autre. Puisqu'on monte sur la voie publique, donc c'est un petit peu le même système qu'une brocante, hein. Finalement on fait une demande de place, on paye cette place donc à la mairie et voilà. Comme sur les marchés. C'est comme sur les marchés, tout à fait, sauf que sur un marché on a une petite toile de tente avec un petit châssis, alors que dans le monde forain c'est un grand 8 à plusieurs milliers d'euros, voire même 1 million dans les plus conséquents. Donc si on n'a pas la garantie de pouvoir monter son attraction, c'est la dégringolade. C'est ce que j'appelle un petit peu le côté précaire du métier forain. Bon, mon père, on est forain dans le sang, hein, donc toute ma famille, peut-être qu'ils nous écoutent, hein, on ne sait pas, sont des forains, sont encore forains. Et mon père, lui, a voulu donc construire son propre parc d'attractions pour justement retirer ses limites vis-à-vis des investissements futurs. Donc c'est vraiment un métier de passion. C'est un métier de passion, tout à fait. Ouais, tout à fait. Moi-même, je suis élevé dans une caravane et j'ai été en plusieurs familles d'accueil parce que mon père souhaitait que je fasse des études
certainement pour faire un choix par la suite et non pas me cantonner au milieu forain. Donc bon, ça a été compliqué avec lui au début parce que quand on est adolescent, on est un petit peu rebelle, un petit peu stupide, si je puis dire. On n'a pas la maturité d'un homme, et donc ça a été des conflits avec mon père parce que je ne comprenais pas pourquoi il me mettait en famille d'accueil et que je pouvais pas rester donc avec lui et avec ma mère. Pour recentrer un petit peu la chose vis-à-vis du parc Babyland, il est vrai que voilà, il a investi dans cette activité pour lever un petit peu d'une part ses limites en termes d'investissement et pouvoir pérenniser un petit peu son activité et ne pas être cantonné aux décisions des élus. Alors, il paraît que ton papa, donc Xavier Lapère, voulait déjà acheter le parc une première fois, mais qui se l'est fait prendre un peu sous le nez, on va dire, parce que il voulait l'acheter et ça a été racheté par une grande compagnie. Oui. Alors, laquelle? Est-ce qu'on peut savoir? Walibi avec Monsieur Eddy Meus, qui est le PDG, l'ancien PDG, puisque maintenant, voilà, il est paix à son âme, hein, il est plus avec nous. Et en fait, il avait fait affaire dans un premier temps avec la famille Reverchon, qui sont des gros constructeurs d'attractions. Ma grand-mère même s'est procuré des autotamponneuses chez les constructeurs Reverchon, donc on les connaît très bien. Et le fils, Gilles Reverchon, a donc monté Babyland avec un associé qui s'appelait Monsieur Duy, qui n'était pas dans ce milieu-là, mais voilà, qui était un travailleur avec ses mains assez intéressant. Donc ils étaient associés tous les deux, et je pense qu'il y a eu une montée de tension entre les deux associés, et donc ils ont vendu l'activité. Bon, on parle de ça il y a plusieurs dizaines d'années. Hein. Ils ont vendu l'activité à Monsieur Eddy Meus, qui était le PDG de Walibi, et donc il voulait construire Walibi Île-de-France à cet endroit-là. Bon, par chance, ça ne s'est pas fait. Oui. Par chance pour nous, ça ne s'est pas fait. Et donc, voilà, mon père a sollicité Monsieur Eddy Meus pour justement racheter donc cette activité. D'accord, parce que du coup c'est vrai que Walibi c'est quand même important, mais Babyland, à l'ouverture tu étais encore étudiant Tout à cette fait, époque-là, et est-ce que tu pensais déjà à prendre la direction du parc Babyland? Oui. Ah, tu y pensais déjà? Oui. Oui, D'accord. j'y pensais déjà. En fait, c'est quelque chose qui nous a toujours tourné un petit peu dans l'esprit parce que j'étais quand même assez proche de mes parents pendant mes vacances scolaires. J'allais sur les fêtes foraines. Alors, je remplaçais déjà mon père à la caisse. Il m'avait appris à tenir le micro, donc à appeler la clientèle. On avait un grand toboggan et donc on passait de la musique comme Patrick Sébastien, comme de la musique très festive, le Grand Jojo, etc. Et on appelait nos clients donc au micro. Il m'a formé à ce travail-là pour la clientèle, et donc il m'a mêlé un petit peu à son activité. Donc en parallèle de ça, j'étais étudiant, bien entendu. J'ai passé mon baccalauréat et puis ensuite j'ai fait des études dans les universités parisiennes. C'est vrai que j'ai toujours eu confiance en lui sur ses choix. Vers 18 ans, 19 ans, on s'est un petit peu rapproché parce que j'ai pris en maturité et j'observais cet homme qui était par force de travail jamais présent, mais pour la bonne cause. Et c'est vrai que je l'ai toujours admiré par justement sa force de travail, un petit peu moins dans le milieu familial parce qu'il m'a délaissé. Je vais pas dire qu'il a délaissé ma maman parce qu'ils travaillaient en binôme tous les deux, mais ils avaient quand même un train de vie assez particulier puisque par moment ma mère exploitait une attraction à Saint-Brieuc et mon père exploitait une attraction en Belgique. Donc D'accord. pendant 2 mois, on était entièrement complètement séparés et moi j'étais bien sûr en famille d'accueil, donc chacun avait son petit truc là. Ça permettait de faire justement un peu de trésorerie pour racheter donc Babyland, hein, donc tout ça ça a été calculé. Oui. Et donc mêlé un petit peu à l'activité de mon père. Il est vrai qu'à 18 ans j'ai eu mon bac et puis j'ai démarré des études d'économie dans le but de comprendre l'entrepreneuriat, dans le but de savoir lire un bilan, un compte de résultats pour pouvoir reprendre par la suite le parc, c'est vrai. Ouais. D'accord, alors du coup comme tu l'as dit, tu fais des études du coup d'économie. Oui. Ça aide vraiment quand on est directeur de parc? Alors, mes premières années en économie, je vais pas dire qu'ils m'ont aidé directement. Disons que par contre, c'est un... Comment dire ça? Ça fait du bien à l'esprit. Je veux dire, on comprend les choses. On apprend des théories, donc de conjoncture économique, des politiques. On comprend les politiciens parler. On sait pourquoi on vote. Voilà, on est en culture générale. Ça fait du bien à l'esprit. Et je pense que quand ça fait du bien à l'esprit, ça se ressent plus concrètement aussi dans le milieu professionnel, mais juste on ne s'en rend juste pas compte, quoi. Donc oui, faire des études, ça m'a fait du bien.
parce que j'ai ouvert mon esprit justement vis-à-vis sur la conjoncture économique et sur l'économie en général. Bon, je me suis spécialisé en entrepreneuriat à l'université de Dauphine en 5e année, et là, effectivement, en termes de concret, je suis rentré dans le concret, en termes de business plan, en termes de je ne sais pas, de lecture, de prévisionnel, pour justement parler à des éventuels investisseurs ou des choses comme ça. Donc là, on était plus dans le concret de la chose. Donc oui, mes études m'ont servi, clairement. D'accord. Alors, quelle est ta philosophie de management? Comment, selon toi, on peut gérer les équipes? Parce qu'il y a combien de personnes dans ton équipe en saison pleine? 60 personnes, et puis ça évolue d'année en année, puisqu'on achète des attractions au minimum une fois par an. Donc voilà, il faut toujours un opérateur de plus. Le Covid-19 m'a fait prendre entre 5 et 10 employés de plus pour justement le respect des gestes de barrière et des règles sanitaires sur le parc. Donc voilà, il n'y a pas forcément de secret pour manager une équipe. Moi, je perds pas de vue l'objectif. L'objectif pour moi, c'est le sourire de la clientèle. Donc forcément, dans mon activité, c'est le relationnel. Le relationnel avec mon équipe permet justement d'avoir un bon état d'esprit vis-à-vis de la clientèle. Donc voilà, plus je suis proche d'eux, plus je comprends les problématiques, plus je pourrai y répondre, plus ça se ressentira vis-à-vis du public. D'accord. Claude Fournier, une question, je pense. Oui, moi, je voudrais juste savoir pourquoi Babyland, pourquoi le nom Babyland, et qu'est-ce qui fait... Pour moi, Babyland, c'est... Je suis jamais venu, hein. Je sais qu'on doit se voir bientôt. Très bientôt. Et je viendrai avec plaisir, surtout si je peux faire du manège. Oui. Donc à ma taille. Il y a des manèges à ta taille. Il y a des beaux manèges même. Et donc, Babyland, pour moi, j'ai vu Babyland dans des pubs dans le Républicain, dans le Parisien, j'ai vu des affiches. Mais pour moi, c'est un truc pour des tout petits. Tu tapes dans le mille. Ta question est parfaite. Excuse-moi non, mais c'est de vrai. m'imposer à ce point-là. Non, mais c'est vrai, tu tapes dans le mille, Claude. C'est une très bonne question. C'est un joli mille. Pourquoi Babyland? Babyland, on a racheté le nom. On a racheté un fonds de commerce. Le parc s'appelait déjà Babyland à Milan. Donc là-dessus, on n'a aucune éloge à nous faire. Reconnu et connu comme tel. Exact. Donc en fait, je pense qu'on a bénéficié quelque part de la clientèle de l'époque. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on les reconnaît puisqu'ils se présentent. On discute avec la clientèle sur le parc et donc ils nous disent « Oui, je connaissais Babyland il y a 15 ans. Ça n'a plus rien à voir. Je venais... » Ah non, ça ne ressemble pas du tout à l'ancien Babyland. Tout a été remis à neuf. Mais c'est vrai que c'était des enfants quand ils venaient. Et maintenant, ce sont des papas et des mamans de 30-35 ans qui emmènent leurs propres enfants. Donc le fait de continuer sur le nom de marque Babyland, ça nous a permis de démarrer dans cette route-là et de démarrer aussi avec des manèges enfantins. Ça, mais c'est tout vrai. le monde, ça veut dire, toute la famille peut s'amuser. Toute la famille maintenant peut s'amuser et les adolescents aussi. Et alors, quand on a démarré avec Babyland en 2008, on a démarré qu'avec des attractions pour les petits. Et il y avait des manèges en libre service. Ça signifie qu'en fait, il y avait un peu de pédagogie à faire et c'était les parents eux-mêmes qui déclenchaient l'attraction sous la surveillance donc des parents et évidemment de quelques surveillants. Bon, ça a été stratégique pour nous puisque ça limitait la masse salariale. Donc, on répercutait ça sur des prix bas. Et donc, on a démarré à 8 € les enfants et 4 € les adultes. Pour l'offre de lancement, c'était pas mal. Donc, on s'est fait connaître comme ça. Babyland a réouvert avec un tarif assez bas. Le prix d'une voiture tamponneuse. Non, pas vraiment. Non, mais le prix d'un tour de voiture. Le prix d'un tour, ouais. Pas du coup des formations professionnelles. Alors, on voit que tu as fait des études de... mais parce qu'un manège d'auto-tamponneuse, ça coûte cher. Alors, mais je à l'achat. parlais du tour de manège. Tour de manège. moi, du coup, voilà. la question qui me vient par rapport à l'action de Claude, Oui. Babyland, du coup, comme disait, ça pourrait porter à confusion. Est-ce qu'il y a un nom de prévu prochainement pour le parc? Tu me cherches, Steve. Il m'a dit, je poserai la question. On est sur la provocation. Il me tire les verres du nez parce que moi j'avais prévu de pas trop parler parce que tu me connais, je suis un garçon de surprise et moi je m'éteins l'hiver et je me réveille l'été, en fait c'est un petit peu ça. Et donc l'hiver, Un ours. voilà, c'est ça. Je prépare mes projets justement pour les dévoiler au grand public à partir du mois d'avril. Donc là, tu me prends un peu de court. Mais je vais essayer d'être un petit peu vague sur le sujet. Effectivement, il y a des manèges plus conséquents maintenant. On a un bateau pirate de 32 places. On a une tour de chute libre de 17 mètres. On a une grande roue de 30 mètres. Il y a un voltigeur. Il y a beaucoup de manèges familiales et un peu
peu sensationnel, donc il est peut-être temps de changer de nom. Alors, Papaland. Non, pas Papaland. Tataland. Il faut que ça sonne bien et que ça soit moderne. Alors je l'ai le nom, mais je vais peut-être pas vous le dire maintenant, mais- comme ça on gardera un peu de surprise. Mais c'est vrai qu'avec ma famille, on a déjà décidé un nouveau nom qu'on va Tu mettre. ne dis pas, mais comment il s'appellera alors? Alors il s'appellera Bip. Voilà. Alors, par contre, la question que je vais obligatoirement te poser, c'est on a vécu une année difficile dans tous les domaines. Comment, malgré la Covid-19 et les règles sanitaires très strictes, on arrive du coup à gérer un parc? Qu'est-ce qui avait été mis en place malgré la Covid-19 pour le parc? Bon, on a eu un peu peur, c'est vrai, vis-à-vis de l'ouverture. Après, nous on est des hommes de terrain, c'est-à-dire qu'on travaille tous les jours, qu'il y ait du public ou pas. Il y a énormément de choses et comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup de choses nous-mêmes, que ce soit la plomberie, la maçonnerie, la maintenance des attractions, le recrutement, la communication. On fait tout avec mon équipe et surtout ma famille, mon père et ma mère qui sont très actifs dans la société. On a ouvert le parc sur autorisation du gouvernement le 26 juin de mémoire, 26 ou 29 juin, alors que normalement on ouvre fin mars. Donc on a perdu... avril, mai, juin, 3 mois, et pendant ces 3 mois-là, c'est des très gros week-ends pour nous et on a perdu 50% du chiffre d'affaires. Donc, on était connectés aux informations. On était prêt à ouvrir. On avait tout préparé, les 33 manèges étaient entretenus, les huiles de réducteurs étaient changées, les ceintures étaient réparées. Le parc était prêt à accueillir la clientèle, mais on ne pouvait pas ouvrir. Mais on a des employés sur le site et on a des dépenses, on a des dettes financières à régler. Quel soutien tu as reçu? Alors, le seul soutien que j'ai reçu, je l'ai reçu pas plus tard que la semaine dernière. Alors, bien sûr, vous allez me parler du PGE, etc. Nous, pour l'instant, on a travaillé sur la trésorerie de 2019. On n'a pas pris le PGE pour, justement, des raisons stratégiques. C'est une perte quand même. C'est bien sûr que c'est une perte, il faut le rembourser, le PGE. C'est pas un gain, c'est pas un don. Hein. Donc, nous, on a une perte nette Voilà. je vais vous le dire, de un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Quand on a 10 employés fixes à payer toute l'année et 60 saisonniers en plein été, c'est assez difficile. On est dans l'incertitude. Eux, ils ont eu le droit les salariés ont été pris en charge par les... Comment ça s'appelle, les contrats Non, oui, comment ça s'appelle, effectivement, l'aide à l'emploi, là, où l'aide, non. 85% de salaire. Oui, le chômage partiel. Non, le chômage partiel. Voilà, le chômage partiel. Mais le chômage partiel, c'est uniquement si on n'a pas le droit d'ouvrir. Mais on a ouvert cet été, donc on a eu des saisonniers. Mais dans ces 3 mois où on est resté fermé, on n'a pas eu recours au chômage partiel parce que le parc, fallait le préparer. Ah, oui. Non, il y a 1 mois de préparation en amont pour être prêt à ouvrir. Voilà, c'est comme un spectacle de théâtre, on le prépare et quand le rideau s'ouvre, tout doit être prêt. Un parc, c'est pareil. Donc nous, on n'a pas pris le chômage partiel, on n'a pas pris le PGE, on a travaillé sur la trésorerie de 2019 sur nos fonds propres et on travaille encore sur nos fonds propres. Malgré qu'on soit encore dans une incertitude vis-à-vis de 2021, on va pas se mentir. On a reçu il n'y a pas plus tard que la semaine dernière un monsieur de la BPI qui me propose des prêts rebonds et des PGE, etc. en disant voilà que la BPI est bien là si jamais on en a besoin. Mais avec mon père, on s'est regardé, on a dit non, tant qu'on a encore de l'argent sur le compte, on travaille avec l'argent sur le compte. Et si jamais on a notre calendrier pour 2021, t'as dû le voir, oui. Voilà, on ouvre le 27 mars. Si jamais le gouvernement nous dit qu'on ne peut pas ouvrir, je pense que ça va être compliqué là de continuer à vivre sur les fonds propres. On va devoir rappeler ce monsieur Lacombe pour prendre un prêt. Mais tant qu'on n'en a pas besoin, on vit avec les ressources. Voilà. D'accord. Alors moi, ce que je vois aussi, c'est que le parc, il n'est jamais réellement en arrêt d'activité, parce que même quand il est fermé, vous trouvez des idées. Oui. Par exemple, je prends la Winobox pour Noël. Oui. C'est un concept super original. Ou Oui, encore même oui. La Box Challenge pour le premier confinement. Oui, alors ça, c'est pour rester actif pendant le confinement. Ça a dynamisé l'image de marque. C'est super. Voilà, on a trouvé un slogan. On a vu en fait tous les restaurants. Moi, j'adore le comptoir des Brosses à Saint-Try. Sont des amis, hein, Romain et Émilie. Eux, ils ont surfé comme nous sur le confinement en proposant du coup le service de livraison. Bon, tous les restaurants font ça maintenant, mais bon, ils ont été précurseurs. Et à force de passer devant eux pour rentrer chez moi ou pour aller au parc, je me suis dit, mais il faut que je fasse pareil, moi. Alors moi, mon modèle économique, c'est quoi? C'est vendre du rêve. Alors comment je peux emmener au domicile des gens du rêve? Compliqué. Non, j'ai une équipe dynamique avec moi, je suis pas ouvert. Bon, allez, on va réfléchir un peu, on va faire un brainstorming, j'aime bien ce terme, un peu anglais. Faire un brainstorming dans mon bureau, et puis voilà, j'assois mes responsables, et puis on discute, voilà, alors, comment on peut faire? Et puis les idées fusent.
on a décidé de créer une box. On a donné un nom, c'est la Box Challenge, parce qu'il y a des challenges dedans. Et en parallèle, on avait préparé notre boutique souvenir à l'ouverture pour 2020. Donc on avait des jouets. On avait fait nos commandes en Chine, c'était arrivé. On avait nos jouets dans la boutique. Donc concept de parc, mascotte, jouets, fermeture, voilà. Tout ça, ça a donné pas mal d'idées, et donc on a pondu une box dans laquelle on a mis des jouets avec une belle lettre, et il y avait un challenge à faire avec chaque jouet, et les enfants devaient se filmer et envoyer sur les réseaux sociaux leur vidéo avec le hashtag Box Challenge Babyland Amiland pour retrouver les vidéos, et donc on faisait gagner un pack famille de 4 invitations sur les plus belles vidéos, et on a travaillé en parallèle de l'entretien du parc sur ces Box Challenge jusqu'à l'ouverture du 26 juin. Voilà, ouais. Alors, c'est vrai que le parc est un parc familial, mais il y a aussi un événement important pour le parc chaque année, depuis maintenant quelques années, c'est Halloween. Oui, c'est ça. Alors comment ça s'est passé malgré du coup la Covid, parce que ça devait se faire, à ce que j'ai compris, le week-end du coup d'Halloween, et le président a annoncé le mercredi, du coup ça serait fermé. Comment vous avez géré ça? Nerveusement. Oui, j'imagine bien. Ouais. Très nerveusement, parce qu'il y a des fonds qui sont engagés pour la préparation d'un événement de cette ampleur. Il y a des plannings qui sont faits. Par jour, on est une quarantaine sur le site, entre les opérateurs d'attractions, la restauration, ils sont bien une petite vingtaine, en billetterie, ils sont 5. Voilà, tout le monde a des plannings au mois, donc on prévoit les choses. Un événement de cette ampleur qui peut accueillir jusqu'à 3000 visiteurs, il faut mettre en place des activités, et pour cela, il faut engager des dépenses. Donc c'est ce qu'on a fait. Voilà, pour Halloween, on avait prévu le week-end d'animation avec une parade musicale avec notre mascotte dessus. Une maison hantée qui était. Et la mascotte, c'est quoi? Alors la mascotte, c'est Wino, c'est un lapin, je vais vous en parler juste après, c'est aussi assez intéressant. Donc depuis, voilà, Wino, c'est notre mascotte, et c'était mon petit lapin nain quand j'avais 8 ans dans la famille d'accueil. J'avais pas mes parents, j'avais mon lapin, c'était très bien. Voilà. Et donc pour revenir sur ta question, Steve, effectivement, il y avait donc une maison hantée, il y avait une parade musicale, on avait les opérateurs qui étaient déguisés, distribution de bonbons, il y avait beaucoup d'animations. D'ailleurs, la maison hantée a été supervisée par tes soins, oui. Et ça a été très très bien fait. On peut retrouver des vidéos sur YouTube. Comment on a géré ça? On est resté connecté aux actualités le soir, et on a écouté le Premier ministre parler, et donc nous dire que le lendemain, donc je me rappelle, c'était le jeudi soir, on était mercredi, donc on avait plus qu'une journée sans le confinement, et donc j'ai appelé toutes mes équipes, dont toi d'ailleurs. Oui, je me rappelle très bien. Et j'ai dit, écoutez les garçons, j'en ai strictement rien à faire pas de ce confinement, mais des décisions du Premier ministre. On va faire notre événement le lendemain. Et donc on a travaillé jusqu'à au moins 3h ou 4h du matin pour pouvoir sortir l'événement. Voilà. C'était vraiment super. En tout cas, quels sont rapidement, parce qu'on a encore très très peu de temps et Gwendal va faire sa chronique, mais oui. Quels sont les projets du parc à venir, peut-être cette année ou dans un an ou deux Alors cette année, on a une nouvelle attraction en construction sur le parc. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, c'est une attraction qui va vous faire monter au 7e ciel, j'ai envie de dire. Ouh, ça va plaire à Claude, ça. Non, mais j'irai avec le journaliste du Républicain. Voilà, c'est une grande attraction, c'est une grande première pour nous, parce que c'est une attraction qu'on va insérer dans un univers artificiel sur le thème des dinosaures. Jusqu'à aujourd'hui, on installait des attractions un petit peu simplement, et là, celle-ci, on veut l'insérer dans un véritable univers de béton projeté et de dinosaures, la préhistoire. Donc voilà. Gros investissement. Très gros investissement de un peu plus de 700 000 euros en leasing, bien entendu. Donc il va y avoir encore des dettes à rembourser. Donc je croise les doigts. On a fait un petit coup de poker cette année pour satisfaire la clientèle. Donc je croise les doigts pour que tous ensemble on arrive à bout de ce Covid-19. Voilà. Merci Geoffrey. Eh bien voilà, Varez-nous pour vous, c'est la première, c'est fini. Merci aux chroniqueurs Gwendal, Claude, merci encore Geoffrey, merci Théo et aux équipes d'Infini Radio. Et on se retrouve lundi prochain, même heure, 19h, 20h, pour votre émission 100% culture et loisirs Varez-nous pour vous, sur Infini Radio, bien sûr. Bonne soirée à tous. Une nouvelle heure débute.